Salut et bienvenue dans le labo. Cette nouvelle série de vidéos aura pour but d'aborder avec vous les concepts techniques qui existent autour des matériaux. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le même métal pour fabriquer des fourchettes et des blocs moteurs? Pourquoi vos assiettes ne sont pas si différentes de vos toilettes? Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les mêmes plastiques pour fabriquer des jouets et des bouteilles d'eau? C'est donc avec cette première vidéo qu'on démarre avec quelques concepts de base sur les matériaux. On classe généralement les matériaux dans trois familles, les métaux et alliages, les céramiques, les polymères et élastomères. Elles peuvent elles-mêmes être recoupées en trois sous-familles selon leur microstructure, les matériaux cristallins, les semi-cristallins et les non-cristallins. Reprenons les trois familles principales. Elles se définissent par le type de liaison entretenue par les atomes entre eux. Pour commencer, abordons la liaison ionique. Un rappel succinct concernant la structure d'un atome. Nous avons un noyau composé de protons et de neutrons ainsi qu'un nuage électronique. Dans le cas idéal, on compte autant d'électrons dans le nuage électronique que de protons dans le noyau. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des charges. Dans le cas de la liaison ionique, les atomes ont des charges déséquilibrées, on dit que ce sont des ions. En présence d'une plus grande quantité d'électrons que de protons, nous avons affaire à un anion, alors que dans le cas inverse, il s'agit d'un cation. Prenons l'exemple du chlorure de sodium que vous connaissez comme le sel de table. Cette molécule est constituée de l'ion sodium Na+, à qui il manque un électron, et l'ion Cl-, à qui il y a un électron en trop. Les deux atomes vont se lier pour former une molécule équilibrée en charge. Nous pouvons aussi évoquer la liaison covalente. Dans ce cas, nous nous intéressons une fois encore aux électrons des atomes. Ces électrons s'organisent en couches que l'on nomme orbitales. La première peut en avoir 2, la suivante 8, la suivante 18, et tout ça c'est vrai pour les 3 premières couches. La dernière couche d'électrons d'un atome est appelée couche de valence, et cette couche peut être incomplète, comme dans le cas du fluor qui possède 7 électrons sur sa couche externe. Une règle physique impose que la couche de valence tende vers un nombre pair d'électrons. Or, le fluor ne respecte pas cette règle puisqu'il possède un électron de trop. C'est ce dernier que l'on va appeler électron de valence. Nous pouvons le comparer à l'atome d'hydrogène qui ne possède qu'un électron sur sa couche externe et qui, de ce fait, est lui aussi un électron de valence. Ces deux atomes peuvent se lier en mettant en commun leur électron de valence pour former un doublet électronique. En créant cette liaison, ils ont chacun un nombre pair d'électrons sur leur couche de valence. Pour les métaux, il est encore question de couche de valence. Nous sommes très proches des liaisons covalentes, à ceci près que des molécules beaucoup plus grandes peuvent se former en liant des atomes métalliques dans toutes les dimensions. On peut rapprocher ça d'une dalle de béton dans laquelle on mettrait des pierres lors de la coulée. Les atomes sont maintenus entre eux par une matrice d'électrons que l'on appelle lac d'électrons. Ces électrons sont parfaitement mobiles dans le lac, expliquant alors la conductivité électrique des métaux. Ces trois types de liaisons que l'on appelle liaisons fortes peuvent concerner plusieurs matériaux. Une grande partie peuvent même mettre en œuvre plusieurs liaisons. Les céramiques par exemple peuvent être plus ou moins covalentes ou ioniques en fonction des atomes impliqués. Mais en ce qui concerne les métaux, les liaisons sont surtout métalliques, bien que certains d'entre eux possèdent des liaisons en partie covalentes. Et les polymères? Comment ça, les polymères? Ils sont quel type de liaison? Là, c'est surtout des liaisons faibles, avec des forces de Van der Waals, comme Kissom, Débier, London. Ça marche comment? C'est assez difficile à expliquer simplement. On va mettre en œuvre des interactions électrostatiques qui vont permettre aux atomes de se lier entre eux. Et vous retenez simplement que c'est ce qui permet aux geckos de grimper au mur. À qui tu parles? Maintenant la suite. Ce sont ces différents types de liaisons qui permettent aux matériaux de ne pas se réduire en poudre au moindre contact. Ça donne une cohérence à la matière et dans certains cas ça lui permet de former des cristaux. D'ailleurs, je vais vous parler de ces cristaux un peu plus longuement parce que ça donne aux matériaux généralement des propriétés assez particulières. Si je vous parle de cristal, vous avez probablement quelques images qui vous viennent en tête. Eh bien, je vais vous parler des matériaux cristallins à l'échelle atomique. Ces matériaux se distinguent par une microstructure organisant les atomes selon des ordres bien particuliers. Prenons un motif de base composé d'atomes selon une forme géométrique particulière. Ce motif va se répéter dans le matériau peu importe l'endroit où on regarde. Il existe 14 motifs différents que l'on appelle réseaux de Bravais. On a le réseau cubique simple, un cube avec un atome présent sur chaque sommet, puis le réseau cubique centré, identique au précédent à ceci près qu'il contient un atome supplémentaire en son centre, puis le cubique à face centrée, identique au premier mais avec un atome supplémentaire au centre de chaque face. Pour les 11 autres, la différence réside dans la forme de base qui n'est plus un cube, comme par exemple dans le cas des tétragonales, orthorhombiques ou rhomboédriques. Connaître ces structures va nous permettre de déduire la densité d'un matériau ainsi que certaines données sur ses propriétés physiques. Mais alors que dire des matériaux non cristallins? D'abord, non cristallin ça signifie amorphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régularité géométrique à long terme. Ce sont généralement des macromolécules sous forme de longues chaînes qui tiennent entre elles grâce aux liaisons faibles. C'est le cas du verre de vos vitres par exemple.
Pensez seulement que si ce verre avait une structure cristalline, on ne verrait rien à travers. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des matériaux semi-cristallins, c'est-à-dire qu'ils adoptent une structure cristalline de manière ponctuelle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets quelques liens complémentaires dans la description pour aller plus loin. En attendant, vous pouvez toujours la commenter et la partager à tous vos amis. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, restez curieux pour la science.